19h30, Madame, Messieurs, c'est l'heure de la grande édition sur BioOne Télévision et tout de suite les titres de l'actualité. On ne pouvait mieux trouver comme vecteur du message sur la lutte contre le paludisme des femmes enceintes que les déroulements de la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale 2015. Communicateurs en santé et chroniqueurs sportifs sont sollicités. Et puis 2015, une certaine opinion semble l'oublier. Or, c'est l'échéance fixée depuis 2002 par les Nations Unies pour évaluer les objectifs du millénaire pour les développements. La coalition d'associations de la société Action 2015 est autorisée aujourd'hui à cet examen. Et enfin, le procès devant les juridictions militaires en République démocratique du Congo verront les temps de leur jugement accélérés grâce à l'utilisation de l'outil informatique et des nouvelles technologies de l'information et de la communication, désormais à la portée des hauts magistrats de l'auditorat général. Madame, Messieurs, bienvenue à cette grande édition. La justice militaire vient de se mettre au pas de la modernisation grâce à la formation informatique et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication dispensées en faveur des hauts gradés de l'auditorat général des forces armées de la République démocratique du Congo pour un service aussi stratégique. Il était temps que tout le fonctionnement soit informatisé. Reportage Corinne Saboué. Après 7 mois de formation, les hauts magistrats de l'auditorat général sont maintenant outillés en informatique et à tout ce qui touche aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Retombée de ce module, la distribution de la justice au sein des FRDC deviendra davantage performante grâce à cette maîtrise de la technologie de pointe. 10 magistrats avaient pris leur inscription à cette session de formation destinée à nous initier à l'utilisation de l'outil informatique et d'une manière générale également à utiliser les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Parmi les hauts gradés de la justice militaire, le général-major se réjouit de ce premier pas qui sera renforcé par d'autres formations ultérieures. Aujourd'hui, je suis fier de clôturer cette première session de formation à l'idée que 10 hauts magistrats ont vu leur capacité renforcée dans le domaine de la biotique. Je suis également fier de vous annoncer que cette session de formation n'est que le prélude à d'autres vagues de formation qui vont toucher l'ensemble de notre personnel, c'est-à-dire les magistrats de degré inférieur, les inspecteurs de police judiciaire et les secrétaires. Non seulement c'était une formation, mais c'était aussi un exercice de rajeunissement en esprit des officiers déjà sous le drapeau depuis plusieurs années. Au niveau de l'auditorat général, presque tous les hauts magistrats avaient quelques connaissances lacunaires en informatique. Nous n'arrivions pas nous-mêmes à saisir et à imprimer les documents. Mais je vous assure qu'à l'issue de cette formation, chacun d'entre nous est à même de saisir ces rapports, ces réquisitions, ces notes de fin d'instruction et tout autre document et à l'imprimer sans problème. Et même à les transmettre à un autre collègue par email. Comme quoi, toutes les catégories sociales du pays se mettent à l'heure du numérique. L'on s'achemine à pas de géant vers les prochaines élections et la Commission électorale nationale indépendante ne baisse pas les bras. Elle a animé à ce propos une tribune d'expression populaire à l'intention des responsables paroissiaux dans certains coins de Kinshasa et à la périphérie, notamment à Maluku. Les responsables paroissiaux de l'archidiocèse de Kinshasa et ceux de la commune de Maluku étaient invités au débat électoral à travers une tribune d'expression populaire tenue conjointement par la Commission diocésaine Justice et Paix et la Commission électorale nationale indépendante. Des échanges fructueux permettant d'entrevoir le bout du tunnel pour des élections crédibles si tout le monde s'y met.
Ici, avec insistance sur le rôle que doit jouer la société civile dont font partie les églises. Lorsque nous parlons des élections, beaucoup pensent que c'est une affaire de la CENI. Or, ce n'est pas une bonne perception. D'autant plus que les élections concernent tous les Congolais, la CENI a seulement la charge de l'organiser. Si tous ne s'impliquent pas, les élections ne seront pas bien organisées. Des attentes de la Commission électorale nationale indépendante pour la bonne tenue de ce rendez-vous des urnes. L'on retient aussi l'appropriation de ces élections par toutes les parties prenantes au processus électoral, la bonne observation et leur encadrement. C'est une affaire de très grande importance. Il faut que la population s'en approprie et en fasse sienne. C'est-à-dire surveiller la CENI, les élections et aussi les institutions pour leurs contributions, telles que le Parlement, le gouvernement et même le parti politique. Une activité de sensibilisation de proximité qui contribue énormément à chasser la désinformation et élucider le bien fondé de ces élections. C'est pour nous une première fois de voir la CENI des descendre dans cette paroisse catholique et nous dire toutes les vérités qui nous permettent d'être vigilants pour la consultation de listes dans le centre de vote afin d'éviter des troubles. Dans ces images, la présence remarquable de l'aumônier diocésain, l'abbé Romain Nyanga, et de l'aumônier décanal du doyenat Sainte-Marthe de la commission diocésaine Justice et Paix, ainsi que l'équipe sacerdotale de la paroisse Saint-Gondoué. Et l'avenue électorale se pose justement actuellement avec Akité au Nord Kivu où des acteurs politiques sont très déchirés à propos du projet de révision de la loi électorale. L'opposition le conteste farouchement en projetant une marche lundi prochain à Goma, tandis que la majorité en appelle à l'apaisement, comme l'atteste notre correspondant sur place, Patrick Sialoa. La recevabilité de la loi électorale à l'Assemblée nationale divise la classe politique au Nord Kivu. Si la société civile semble jouer encore à la neutralité du côté de l'opposition, c'est la contestation farouche de cette loi. Jean-Paul Lumbulumbu, vice-président national du Parti libéral pour le développement, un parti de l'opposition au Nord Kivu, en appelle à la mobilisation de tous. Toute loi électorale soit-elle qui programmerait l'élection du président de la République à une date autre que le 19 septembre 2016, cette loi serait anticonstitutionnelle. C'est la raison pour laquelle nous pensons que les députés de la majorité doivent revenir à la raison et se défaire de cette démarche antidémocratique. En même temps que sur le plan social, nous pensons que cette loi écarte le bas peuple de conditions d'éligibilité par rapport aux élections à différents niveaux. Nous soutenons la position des opposants de Kinshasa et nous faisons avec eux un appel à la mobilisation générale de la population congolaise afin d'empêcher aux députés de la majorité de voter cette loi électorale. Mais côté parti au pouvoir, l'on affirme que l'opposition doit s'apaiser. Maître Axel Kajiga est porte-parole de l'UCP, parti membre de la majorité présidentielle. Alors les opposants, ils sont en train toujours de tergiverser, ils se déroutent d'eux-mêmes dans le cadre de la démocratie. Oui, la Constitution leur reconnaît le droit des manifestations, mais il faut que ça se fasse dans les règles de la République et aussi dans des bonnes mœurs. Quand ils se manifestent comme ça, sans raison aucune, ça peut créer d'autres bavures qui peuvent être commises par d'autres gens, des inciviques, et ce sont les opposants maintenant qui seront responsables de toutes ces bavures qui pourraient être commises par d'autres gens, évidemment qui ne sont pas bien identifiés. Ce n'est pas la première fois qu'on révise la loi électorale. On révise des lois électorales dans tous les pays du monde. Ce n'est pas la RDC qui va faire une exception. On reste dans la même province, mais cette fois-ci, nous sommes à Béni. Les rebelles ougandais de l'ADF NALU ont pour mission d'instaurer la loi islamique en Ouganda, selon un sujet congolais proche de cette rébellion étrangère capturée au début de ce mois par les forces armées de la République démocratique du Congo engagées dans l'opération Soukola 1. Alfred Juma indique que la nébuleuse ADF NALU est un mouvement composé d'environ 1000 hommes. Des détails avec Erika Smissi.
C'est lors de sa présentation à la presse à Béni que ces grandes révélations ont été faites, suscitant divers commentaires. Ces sujets de la morphologie congolaise dit avoir intégré les mouvements ADEF suite à une sensibilisation de son frère. En outre, il ajoute que les rebelles ADEF sont en République démocratique du Congo en train de préparer l'imposition d'une loi islamique en Ouganda. Les ADF, selon ce que j'ai demandé, ils ont installé une loi islamique au niveau de l'Ouganda. Ils sont du côté congolais ou dans la forêt, ici au Congo, pour se préparer. Pour l'instant, les ADEF sont déjà anéantis et ne peuvent faire face au FARDC, indique la même source. Cependant, il appelle ses collègues à quitter la brousse car selon lui, un rêve meilleur ne peut jamais y être réalisé. Les Ougandais sont toujours majoritaires et les Congolais, ou soit il peut y avoir d'autres nationalités, mais ils sont peu nombreux. Selon ce que j'ai constaté, les EDF n'ont plus de force de combattre les FARDC. Ils ont toujours tendance de fuir chaque fois. Je peux lancer à nos amis qui sont dans la forêt de quitter la forêt parce qu'il n'y a rien dans la forêt. Et même s'ils restent là, ils n'auront pas la chance de réaliser leurs rêves. Parce que ce que je vis de mes propres yeux concernant les FARDC, les effectifs, la munition, l'organisation, je ne crois pas si au moins les EDF pourraient quand même affronter les FARDC. Précisons que cet élément est entre les mains des forces armées de la République démocratique du Congo, basées à Béni. Au chapitre environnement, on va parler du commerce et de l'exportation des ressources forestières sur le marché européen. Des exploitants forestiers privés ainsi que d'autres acteurs impliqués dans le secteur du bois se sont retrouvés aujourd'hui pour examiner les conditions posées par l'Union européenne dans le règlement de la question forestière afin que le bois congolais soit acheté sans entrave. Le secteur forestier légal contribue à moins de 2% au produit intérieur brut. Une piètre contribution qui ne favorise pas la croissance pour la République démocratique du Congo, déterminée à son émergence d'ici à l'horizon 2030. Au vu de la situation actuelle sur le marché du bois européen et celle de l'exploitation illégale du bois en RDC, le secteur privé et autres acteurs forestiers sont confrontés à l'écoulement des produits dans l'espace de l'Union européenne, d'où le besoin d'un accompagnement dans ce processus complexe. Ce règlement-là de l'Union européenne sur le commerce du bois qui est dans le marché européen contribue au respect de la légalité en RDC. Non seulement le respect de la légalité, mais aussi la protection et la gestion durable des espèces de faune et de flore qui est menacée d'extinction. C'est ainsi qu'il est important que les parties prenantes puissent se retrouver, puissent échanger pour voir quels sont les défis, quelles sont les contraintes qui sont en train de vraiment de marquer ce respect de la légalité pour lequel les compagnies forestières s'engagent à ce jour. Des échanges axés sur le respect des exigences du règlement bois de l'Union européenne, l'effectivité de la légalité dans le secteur forestier ainsi que sa certification, considérée comme remède de taille pour la gestion durable des forêts et le renforcement de la gouvernance. Le BNCF, appuyé par le Fonds mondial pour la nature, veut à travers cette rencontre contribuer dans la mise en œuvre des aspects légaux. Lorsque le règlement bois de l'Union européenne est respecté, ça veut dire aussi qu'au niveau de la RDC, que la biodiversité est maintenue. Ça veut dire aussi que les droits des peuples autochtones est respecté autant que les droits des travailleurs qui travaillent au sein des compagnies forestières et aussi que donc la légalité est promue. Et lorsque la légalité est promue, ça veut dire que le secteur forestier peut mieux contribuer. De ces cogitations, l'on s'attend à la compréhension des exigences du règlement bois de l'Union européenne et les enjeux liés à l'exploitation durable et à la possibilité pour les entreprises forestières de continuer à exploiter la formosia dans le cadre de la CITES en RDC. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics a effectué aujourd'hui une visite d'inspection de tous les chantiers phares de la capitale. Fridolin Kaswechi a voulu se rendre compte de l'évolution des travaux en début d'année 2015, moment favorable pour dresser un état des lieux dans tous les secteurs.
Premier renseignement de cette visite des chantiers, les avenues des Bâtonniers et Pumbu qui encadrent le nouveau palais de justice dans la commune de La Gombe vont être asphaltées très prochainement. De là, le ministre et sa suite sont sur l'avenue Kabambare à Barumbu où des efforts remarquables ont été fournis en termes de drainage des eaux. Les piétons du boulevard Lumumba sont impatients de voir les passerelles opérationnelles. Ils s'inquiètent de voir peu d'activité sur les sites de construction. Nico Nzaou, directeur général à l'Agence congolaise de grands travaux, rassure. Il y a la présence de câbles de la SNEL et nous avons contacté la SNEL pour pouvoir nous aider à dégager ces câbles-là afin de continuer à couler le béton pour les socles. Quand les gens passent sur le boulevard, vous voyez que ce que nous faisons ici, c'est juste les travaux d'ancrage pour les socles. Mais le gros du travail, c'est-à-dire 80% du travail, n'est pas fait ici. Il est fait en Turquie. Et nous avons envoyé nos propres ingénieurs qui sont partis sur place pour aller voir, n'est-ce pas, l'évolution des travaux en Turquie. Et ils sont rentrés très satisfaits. À hauteur du monument de Lumumba, ce boulevard est en cours de connexion avec le lot 2. Les assainissements sont construits ainsi que la couche de fondation. Seul hic, les riverains déjà indemnisés ont recommencé à construire sur l'emprise, privant la route de l'espace pour la pose de l'éclairage public. Benjamin Wenga, directeur général ad intérim à l'Office de voirie et drainage, parle de la solution à ce cas. Nous allons voir avec la commission d'expropriation et la ville comment négocier avec les riverains pour qu'on dégage l'espace de la pose de l'éclairage public. Autre chantier visité, l'avenue Bypass qui traverse la commune de Lemba jusqu'à Mangafula, le tronçon de la route nationale numéro 1 allant de Upen à Mitendi, aujourd'hui élargi à 4 voies sur un bon tronçon, et la principale avenue du camp Badiading où plus de 1700 mètres de drains ont été construits pour le drainage des eaux et la lutte anti-érosive. Devant autant de défis, il importe de trouver des moyens de financement conséquents pour parachever ces projets, évalués à environ 300 millions de dollars américains pour la ville de Kinshasa seule et 200 millions de dollars américains pour les 14 autres villes importantes du pays. Action 2015, une coalition d'associations de la société civile qui assume pleinement sa dénomination a entamé aujourd'hui une série des activités liées à l'évaluation du degré atteint par les objectifs du millénaire pour les développements dont les échéances tombent l'année en cours. Dans le cas où il y aurait retard dans les réalisations, cette ONG va proposer des suggestions. 2015 étant le point de chute des objectifs du millénaire pour le développement, c'est également le moment choisi par la coalition Action 2015 pour faire entendre la voix de la population. Cette coalition, des organisations de la société civile du monde entier, dont celle de la RDC, ont procédé ce 15 janvier au lancement de la campagne de plaidoyer dénommée Action 2015. Celle-ci vise à constituer des plaidoyers demandant aux décideurs de prendre réellement en compte les besoins des populations lors des prochaines négociations de septembre aux Nations Unies pour les 15 années à venir. Action 2015 est un mouvement mondial qui appelle à faire de 2015 l'année d'un changement crucial pour l'avenir de notre planète. Voilà pourquoi nous, comme coalition, nous saisissons cette opportunité pour lancer une campagne en faveur des défis et des enjeux de l'agenda post-2015. Les membres de l'Action 2015 ont associé le ministère du Plan et de la mise en œuvre de la révolution de la modernité au regard du rôle important qu'il a à jouer dans les différentes réflexions de l'agenda post-2015. Les propositions que vous venez de nous transmettre, qui sont le fruit de discussions entre 50 organisations venues de tout le pays, c'est déjà un très grand résultat. C'est probablement la charpente sur laquelle nous allons, nous, au niveau du gouvernement, construire également une démarche qui est celle de définir des objectifs clairs autour desquels les politiques publiques devront être centrées. World Vision, qui croit en cette démarche, appuie cette coalition et formule tout de même quelques recommandations au gouvernement, notamment dans le secteur de la santé. Nous croyons en tant qu'une organisation que le succès des cadres post-2015 qui remplacent les objectifs du millénaire pour le développement doit être mesuré de par à sa capacité à atteindre les personnes et les enfants les plus défavorisés. Ici est de noter que 2 grandes rencontres sont prévues en 2015, celle de New York pour l'évaluation des OMD
et celle de Paris sur l'environnement et le climat. En santé, retenez que la lutte contre la maladie à virus Ebola vient de s'inscrire dans l'agenda des entreprises de télécommunications qui sont RTL, Vodacom, Tigo et Orange, engagées dans une campagne de collecte des fonds dénommée Afrique contre Ebola. L'heure est à la mobilisation tous azimuts. Ces opérateurs entendent ainsi se proposent comme intermédiaire pour l'acheminement des cédants en faveur des victimes de cette épidémie en Afrique. Si nous voulons vraiment aider 8300 décès et 21 000 cas de contamination enregistrés suite au virus Ebola qui fait toujours ravage en Afrique de l'Ouest. Ces chiffres démontrent que la guerre contre ce fléau est loin d'être gagnée. Et en réponse à l'appel lancé par l'Union africaine en décembre dernier envers les leaders économiques africains de divers secteurs pour plus d'implication à travers des collectes des fonds, les opérateurs du secteur de télécommunications de la République démocratique du Congo, en l'occurrence Vodacom, Congo, Tigo, RTL et Orange, se sont unis pour une même cause, à savoir la campagne de collecte de fonds à travers leurs réseaux respectifs. Nous nous engageons à mettre en contribution nos couvertures téléphoniques respectives pour permettre aux populations de la République démocratique du Congo de contribuer en espèces à la lutte contre la maladie à virus Ebola en envoyant leurs dons par SMS sur toutes nos plateformes cellulaires via le numéro court 7979 7979. Excellences, mesdames et messieurs, à travers cet engagement, ne perdons pas de vue que toutes ces contributions sont destinées à soutenir financièrement les chercheurs et les centres hospitaliers qui œuvrent dans la prise en charge des victimes de cette maladie afin de soulager leurs peines et leur donner le sourire. Afrique contre Ebola a été accueillie positivement par le gouvernement congolais qui dit avoir pris des dispositions pour la réussite de cette opération sur son territoire. Dans ce but commun de débarrasser notre continent de l'Ebola, la République démocratique du Congo, sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila, a répondu présent en décidant l'autorisation d'exploitation du numéro court 7979 ou 7979 qui a été retenu comme le standard commun des collectes africaines de fonds de lutte contre Ebola à travers les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il faut dire que ces fonds collectés dans tous les pays d'Afrique seront alloués à la recherche scientifique et à la prise en charge de certaines victimes de la maladie à virus Ebola. 1954-2014, ça fait exactement 60 ans que fut créée l'université de Lovanium. Et pour en parler, nous recevons juste après cette transition Monsieur Modeste Boningabe, qui est un ancien de cette alma mater. Bonjour monsieur, vous êtes président du comité exécutif des anciens de Lovanium, de l'UNASA, de l'UNIKIN et ami du Moamba. C'est bien ça. Je le disais tout à l'heure, ça fait 60 ans que cette université existe. Vous avez bien prévu des activités. Comment ça se déroule? Oui, effectivement, je vous remercie d'abord pour l'invitation que vous nous avez accordée de pouvoir parler à travers votre chaîne aux anciens de notre université qui a changé de nom à plusieurs reprises. Au départ, c'était Lovanium, et puis après, c'était UNASA Campus de Kinshasa, et aujourd'hui, c'est l'Université de Kinshasa. Nous avons une association qui s'appelle ALMA, et qui regroupe tous les anciens de cette université, toutes générations confondues, mais aussi les amis du Moamba. Ça, on l'oublie souvent, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas étudié là-bas, mais qui y ont travaillé ou y travaillent, sont également assimilés, sont membres de notre association. Tout voilà. À fait. Et comme vous l'avez dit dans votre introduction, effectivement, l'université congolaise totalise cette année 60 ans d'existence. Ça se fête. Il me semble que oui, il faut que nous puissions faire le point. Parce qu'en 60 ans, beaucoup de choses se sont passées. Nous avons vu des anciens de notre université occuper des postes les plus éminents dans notre pays. Président de chambre, du Parlement, Premier ministre, ministre, gouverneur de la Banque centrale, et j'en passe.
Nous avons donc estimé qu'à l'occasion de ces 60 ans de notre existence, il fallait que nous puissions nous retrouver dans une grande rencontre, dont l'envergure devrait, dépasser les frontières nationales. C'est pour cela que nous avons donc projeté d'organiser cette manifestation d'abord le 17 janvier, donc c'est après-demain, mais après l'évaluation que nous avons effectuée hier seulement, nous avons constaté qu'il y avait effectivement un grand engouement pour cet anniversaire. Un peu plus de temps pour la mais préparation. nous avons estimé qu'il fallait donner le maximum d'impact à cette manifestation. Et comme nous ne pouvons pas nous enfermer dans une date, nous avons toute l'année pour le faire, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas le faire de façon encore plus ample dans quelques mois, c'est-à-dire au mois d'avril. Voilà pourquoi je profite de votre antenne pour annoncer à tous les anciens qui ont déjà reçu l'invitation que la manifestation reste maintenue dans le format que nous avons prévu, et même avec plus d'ampleur, parce que nous avons le temps de contacter les uns et les autres. Un peu plus de préparation, pour que les choses se passent mieux et que l'éclat soit effectivement à son maximum. 60 ans de formation, vous l'avez dit tout à l'heure, cette université finalement a mis sur les marchés une certaine crème intellectuelle qui a servi le pays. Est-ce qu'on peut aujourd'hui assimiler le progrès de la RDC à ces élites? Oui, je comprends le sens de votre question, effectivement. Je dois d'abord vous dire que, effectivement, notre université a été, à une époque, la deuxième université africaine du côté francophone. C'est-à-dire qu'en Afrique, à cette époque, il y avait deux grandes universités francophones et deux grandes universités anglophones. Parmi les deux universités francophones, il y avait Lovanium et il y avait Dakar. Et du côté anglophone, il y avait Ibadan au Nigeria et Makerere en Ouganda. Aujourd'hui, il faut hélas déplorer qu'aucune université congolaise ne figure parmi les 150 premières universités africaines. À qui la faute? À qui la faute? Voilà la vraie question. Et voilà pourquoi nous devons nous rencontrer pour nous demander qu'est-ce qui s'est passé. On aura peut-être la réponse lors de votre rencontre. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous rappelons que l'événement est prévu pour le mois d'avril, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et donc le rendez-vous est pris à cette période pour tous ceux qui voudront bien participer à cette activité. Madame, Messieurs, c'était l'invité du journal. La santé s'invite dans le déroulement de la Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale à travers cette sensibilisation sur la prévention et les traitements du paludisme chez la femme enceinte. Les communicateurs en santé et les chroniqueurs sportifs sont conviés en cette période de la compétition à faire passer le message en vue d'atteindre le plus grand nombre d'amateurs du football. Prévenir le paludisme chez la femme enceinte, en vue de préserver la femme et le bébé à naître, voilà le bien fondé de la conférence de presse organisée dans la salle de conférence du collège Boboto. La RDC est reconnue comme l'un des pays ayant un taux de prévalence élevé en Afrique sur le paludisme. C'est pourquoi les journalistes sportifs et les communicateurs en santé sont conviés en cette période de Coupe d'Afrique des Nations. Parce que la malaria est un danger pour la femme enceinte et pour les enfants de moins de 5 ans. Nous aurions souhaité que pendant la période de la CAN, très chers journalistes, que vous sensibilisiez particulièrement les femmes enceintes. Parce que quand une femme est enceinte, son immunité est en baisse. Et une femme enceinte n'a pas le droit de perdre le temps. Dès qu'elle sent le premier mouvement de l'enfant dans le ventre,